Bienvenue dans le débat. Le monde regarde la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, mais il y a aussi la Cisjordanie. On va s'y intéresser ce soir. Est-ce l'autre front de cette guerre? Depuis le 7 octobre, la hausse des violences en Cisjordanie est forte. Les Palestiniens sont victimes d'attaques de colons et de l'armée israélienne. Les Palestiniens blessés par balles en Cisjordanie sont désormais plus souvent touchés au torse et à la tête, provoquant plus de morts. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui Médecins sans frontières. Ces violences laissent craindre une explosion sécuritaire. Les États-Unis ont pour la première fois adopté des sanctions contre les colons violents en Cisjordanie, visant à interdire leur entrée sur le territoire américain. L'administration Biden tente-t-elle alors de rééquilibrer sa position en Cisjordanie? Quel peut être l'impact d'une telle mesure? La France, en tout cas, envisage aussi de prendre des sanctions à l'encontre de ces mêmes colons. La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, portera ce sujet au niveau européen dès lundi lors d'une réunion à Bruxelles. On va évoquer aussi ce projet de la municipalité de Jérusalem qui a donné son accord à la construction de logements pour une nouvelle colonie israélienne à Jérusalem-Est. Alors pourquoi cette annonce maintenant? La Cisjordanie est-elle donc l'autre front de la guerre? C'est la question que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Alexandra Schwarzbrot. Bonsoir. Bonsoir. Directrice adjointe de la rédaction de Libération, auteure d'une trilogie policière sur le conflit israélo-palestinien, Balagan, Adieu Jérusalem et Les Lumières de Tel Aviv, et c'est aux éditions Rivage. Bienvenue. Merci. En face de vous, nous avons Dominique Vidal. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Historien, ancien journaliste au Monde diplomatique, co-directeur de la publication annuelle L'État du Monde, auteur de Israël, naissance d'un État 1896-1949, et c'est donc aux éditions L'Harmattan. Normatin. Voilà. Nous avons avec nous Julie Dungeloff, grand reporter à France 24, qui revient tout juste de Cisjordanie. Nous allons bien sûr regarder son reportage. Bonsoir Julie. Bonsoir. Et nous avons en direct de New York Jean-Marie Guéhenno. Bonsoir à vous, directeur du Kent Program on Conflict Resolution, Université de Columbia, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix. Bienvenue à vous. Bonsoir. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose donc de regarder justement le reportage de Julie Dungeloff qui est avec nous sur ce plateau et qui revient tout juste de Cisjordanie, un reportage tourné dans la ville d'Hébron. Ce matin-là, ces deux Palestiniens sont arrêtés par l'armée israélienne dans le centre historique d'Hébron. Nous les avons filmés se faire ligoter un poteau, mais les soldats nous ont forcés à supprimer nos images. Ce marchand observe cette scène devenue encore plus banale depuis le 7 octobre. Ce sont des enfants. L'un a 16 ans et l'autre 18. Ils travaillent pour le comité de reconstruction d'Hébron pour restaurer et réparer les vieux bâtiments. Aujourd'hui, c'est leur jour de repos. Ils ne travaillent pas car ils ont le mariage de leur sœur, donc ils étaient partis se préparer chez le barbier. L'armée et les colons israéliens ont renforcé un arsenal sécuritaire déjà très lourd. Depuis le 7 octobre, il n'y a plus de loi. Avant, il y avait des fermetures de magasins tous les jours, des insultes, des humiliations et des interpellations, mais on pouvait au moins parler avec eux. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ils nous traitent avec violence et agressivité. Ils nous terrorisent. La vieille ville d'Hébron est coupée en deux, verticalement. 800 colons israéliens occupent le haut, protégés par l'armée, des miradors et des barbelés. Depuis des années, ces commerçants arabes ont installé filets et grillages pour arrêter les pierres et les ordures jetées par les colons. Ahmad a 20 ans. En tant que jeune Palestinien, il est la cible des intimidations de l'armée. Tous les jours, ils nous interpellent, ils nous attaquent, au moins 3 fois par jour. Hier soir, ils nous ont fouillés avec un ami. Ils nous ont laissé au moins 1 heure sous la pluie. C'était chez nous, ici. Mais ils nous attaquent et ils nous frappent. On essaye de les éviter et dès qu'on voit des soldats, on se cache pour ne pas être frappé. La peur règne et les clients ont déserté le marché. La plupart des commerces sont fermés. Pour comprendre la tension qui règne dans la ville, il faut passer l'un des checkpoints qui gardent ce lieu, le tombeau des patriarches. Selon l'Ancien Testament et le Coran, Abraham pour les uns et Ibrahim pour les autres y seraient enterrés.
C'est ce qui a poussé les colons israéliens à revendiquer leur appartenance à cette terre. Noam Arnon est leur porte-parole. Ils n'ont pas le droit de se plaindre de quoi que ce soit. L'apartheid est ici, contre les Juifs. La présence juive à Hébron, c'est 3% de la ville. Sa mission est de promouvoir et renforcer l'occupation juive de la ville. Ces colonies sont pourtant illégales en droit international. Pour Noam, les attaques du Hamas du 7 octobre doivent servir de leçon aux Israéliens. Ils pensaient qu'en développant une sorte d'entente amicale avec nos voisins, les choses se calmeraient. Ils n'ont pas compris que c'était la culture djihadiste. Aujourd'hui, les gens ne se font plus d'illusions. L'armée et la police prennent des mesures plus strictes pour notre sécurité. Désinhibés par le soutien sans faille du gouvernement d'extrême droite israélien, les colons affichent aujourd'hui leurs ambitions sans détour. Ce sont tous des terroristes. Même les Arabes qui paraissent les plus inoffensifs sont des terroristes. Donc si on ne les stoppe pas, bien sûr que ce qui s'est passé dans le sud peut arriver ici et n'importe où dans le pays. Il faut tous les virer. Ils n'ont rien à faire ici. C'est impossible de s'entendre avec eux. On a essayé. Ils nous prouvent à chaque fois que c'est impossible. Il faut se séparer, leur fournir des solutions, éventuellement trouver des pays qui accepteraient de les accueillir. Mi-octobre, le ministre d'extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, lui-même colon à Hébron, a distribué des milliers de fusils d'assaut aux civils. Issa est membre des Amis d'Hébron, une association locale de défense des droits des Palestiniens qui documente notamment la montée des violences des colons. Sur cette vidéo qu'il nous a transmise, des colons israéliens patrouillent en tenue militaire, forçant des Palestiniens à rentrer chez eux. Issa a lui aussi été arrêté. Pendant 10 heures, j'étais menotté, les yeux bandés, bâillonné même, par des soldats et des colons en uniforme de l'armée, le 7 octobre. Ils n'ont cessé de me frapper, de me torturer, de me violenter sexuellement pendant 10 heures. Moi, qui suis un militant des droits de l'homme, ils me connaissent bien. Issa est convaincu que soldats et colons israéliens profitent de la guerre pour étendre leur présence. Ça n'a rien à voir avec le maintien d'une quelconque sécurité. Il y a une visée politique. Le but est de faciliter l'annexion de la Cisjordanie par Israël à l'avenir. Ils créent des faits pendant la guerre. Ils profitent de cette guerre pour mal se comporter avec les Palestiniens et les effrayer. Après l'interview, Issa nous quitte précipitamment pour rentrer chez lui. Il doit impérativement passer ce checkpoint avant que l'armée israélienne boucle son quartier pour la nuit. Voilà, reportage Julie Dungeloff qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Julie, on voit bien que le niveau de violence est quand même accru depuis ce massacre du 7 octobre. Est-ce que on peut dire que c'est l'autre front de la guerre ? C'est difficile à dire. En fait, ce qu'on ressent, en tout cas, je suis allée à Hébron, mais je suis allée aussi dans d'autres villes de Cisjordanie durant cette mission, c'est qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que l'étincelle se transforme en incendie. On sent que les gens se sentent profondément humiliés par ces contrôles qui sont très réguliers, par ces jeunes qui se font arrêter, fouiller leur téléphone portable. Il y en a même qui maintenant n'ont plus de smartphone, comme on dit, mais ont un petit téléphone à 9 touches, parce que s'ils se font arrêter et qu'on trouve, par exemple, une vidéo sur un réseau social ou autre, eh bien, la situation peut se compliquer davantage. On voit dans le reportage donc, ces checkpoints, mais il faut aussi s'imaginer les difficultés de circulation. Donc, on a vu notamment pour quitter la ville,
d'Hébron, il y avait des files interminables de voitures, plus de 2 heures, 2 heures et demie pour des transporteurs. Donc ça a des impacts évidemment sur l'économie. Il y a aussi une restriction des possibilités d'aller travailler en Israël. Il n'y a plus de permis de travail. Donc ça fait évidemment aussi d'autres problématiques économiques. Il y a des gens qui n'ont plus travaillé depuis le 7 octobre. Donc il y a beaucoup de colère, on sent, qui est emmagasinée de la part notamment de la jeunesse palestinienne. Et j'ai pu me rendre à Ramallah pour parler à l'autorité palestinienne. J'ai rencontré notamment le porte-parole, Nabil Abou Roudaïna. Et il me disait, c'est la guerre oubliée, en fait, cette guerre qui se passe en Cisjordanie, cette violence des colons. Et lui, il me disait qu'il craignait le fait que la situation de Gaza, avec ses offensives très musclées, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'armée israélienne, puisse ensuite arriver en Cisjordanie. Et il a peur que ce soit le prochain front, si ce n'est l'autre front. Dominique Vidal, vous qui êtes un peu l'historien, intéressant tout de même de revenir un peu sur l'histoire d'Hébron. Hein. Est-ce que finalement cette ville est un peu le révélateur de la cristallisation des tensions entre ces deux communautés? Révélateur ou caricature. C'est tout à fait surréaliste. Vous avez 250 000 Palestiniens, environ 20 000 colons à l'extérieur, à Kiryat Arba, et au centre, officiellement 800. Mais la dernière fois que j'y étais, j'ai remonté à pied jusque tout en haut, il n'y en a pas 800. C'est difficile, il n'y a pas de chiffre officiel. Symbolique. Oui. C'est une expulsion symbolique. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la violence a beaucoup cru, on avait déjà 180 morts en Cisjordanie le 6 octobre. Depuis, il y en a 253, d'après l'ONU. Pourquoi ? Parce qu'on a un gouvernement avec 3 ministres extrême droite. Si ce n'était pas Israël, on dirait fasciste. Bon, disons d'extrême droite. Dont un, Bezalel Smotrich, qui lui-même dit « je suis raciste et je suis homophobe ». Il y a un petit problème avec l'homosexualité, là, c'est plus du tout le mirage gay, Israël. Et cet homme est en charge de la Cisjordanie, donc il laisse les colons faire, voire il les provoque, et Itamar Ben-Gvir aussi, qui est un colon de Kiryat Arba, qui avait, je le précise, sur son bureau jusqu'à la dernière campagne électorale, le portrait de Baruch Goldstein, le serial killer de Kiryat Arba, qui était venu tuer 29 musulmans en prière en 1994. Oui, intéressant d'ailleurs de revenir peut-être là-dessus, Alexandra Schwarzbrod. Donc, 1994, Baruch Goldstein, donc ce colon israélien, membre du parti nationaliste religieux Kahan, qui abat 29 musulmans dans une mosquée. Et il y a cet autre massacre qui aussi a marqué cette ville, Julie, on en parlait, en 1929, le conflit qui touche la ville d'Hébron, où là, des Arabes ont massacré 67 Juifs et en ont blessé d'autres. Et en fait, lorsqu'on parle aux communautés, il y a toujours ce massacre de 1929 et puis ce colon israélien donc de 1994 qui reviennent. C'est un peu l'histoire de cette région, c'est-à-dire qu'on ne cesse, on vit dans le passé et dans les horreurs passées, et c'est ça, et c'est un peu ça le drame. Non, ce qui est terrible dans ce formidable reportage qui raconte tout, il raconte tout. Et ce qui est terrible, c'est que ces paroles qu'on entend dans la bouche d'un colon, ce sont des paroles que prononce aussi le ministre Itamar Ben-Gvir, un ministre du gouvernement israélien. Donc c'est effrayant. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'on voit bien, les derniers sondages montrent que du fait de cette situation en Cisjordanie, qui est en effet explosive, on peut utiliser le terme, que le Hamas est en train de gagner des points en Cisjordanie. Et c'est ça qui est le plus effrayant. C'est que la Cisjordanie, jusqu'à présent, était plutôt épargnée, si je puis dire, par la contamination du Hamas, qui était vraiment cantonnée à Gaza. Et là, il se passe tellement d'horreurs. Alors, cela dit, tout le monde a l'air de les découvrir. Quand j'entends les Américains, les Français se réunir pour interdire de donner des visas aux colons, cette situation-là, moi, quand j'étais correspondante à Jérusalem entre 2000 et 2003, elle avait déjà lieu. Il y avait déjà des colons qui jetaient des ordures sur les Palestiniens. Et alors simplement, il y avait moins, le dispositif sécuritaire était moins fort, mais l'ambiance était la même. Et les exactions, peut-être, c'est les encouragements politiques au sein du gouvernement d'extrême droite. À l'époque, vous étiez correspondante, je vous avais rencontré là-bas, il n'y avait pas de ministre d'extrême droite au gouvernement. Le parti de Kahan, dont vous avez parlé, était interdit par la Knesset. Enfin, on était quand même dans un autre climat. Mais du coup, ce qui fait mal au cœur, c'est que la communauté internationale a laissé faire depuis plus de 20 ans et se réveille aujourd'hui, parce qu'en effet, elle voit bien que ça peut en effet faire imploser toute la région. Mais j'ai peur qu'il soit un peu tard. Enfin, il n'est jamais trop tard. Il faut
s'ils interviennent maintenant, déjà, c'est bien, mais ça aurait pu être fait beaucoup plus tôt. Jean-Marie Guéhenno, vous qui êtes à New York, en plus ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, c'est vrai ce que dit Alexandra Schwarzbro. Finalement, on reproche beaucoup, et Julie nous le disait aussi en revenant de ce reportage, à la communauté internationale d'avoir oublié la Cisjordanie et d'ailleurs d'avoir oublié plus globalement les Palestiniens. Vous qui étiez quand même une figure à l'ONU, votre analyse? C'est tout à fait vrai. Quand on était à Oslo en 1993, il y avait à peu près, je crois, 110 000 colons en Cisjordanie. Aujourd'hui, il y en a 1,5 million, et auquel il faut ajouter les 250 000 de Jérusalem-Est. Donc, ce qui se passe en Cisjordanie est absolument stratégique parce que c'est la possibilité d'une solution à 2 États qui est la seule solution humaine et réaliste possible. C'est cette possibilité qui est mise en cause et que très systématiquement, beaucoup de colons veulent empêcher. Parmi ces 500 000 colons, on estime qu'il y a environ un tiers qui sont des sionistes religieux, c'est-à-dire qui considèrent que la Judée et la Samarie, la Bible leur a donné cette terre, et donc il n'est pas question pour eux de la partager avec les Palestiniens. C'est un chiffre énorme, un tiers de 500 000, hein, près de 200 000 colons qui sont sur cette position-là. Donc si on ne réagit pas à ce qui est plus qu'un grignotage aujourd'hui, à cette présence de plus en plus envahissante des colons en Cisjordanie, c'est la solution à 2 États qui deviendra impossible. On parle de sanctions aujourd'hui, mais elles arrivent à mon avis bien tard et elles sont encore bien limitées. On va y revenir justement sur cette décision américaine, donc de prendre des sanctions contre ce qu'ils appellent des colons violents. Donc j'imagine que c'est une partie des colons. Mais avant ça, je voudrais vous faire écouter ce qu'a dit quelqu'un de Médecins sans frontières aujourd'hui. Mes collègues de Cisjordanie m'ont dit que depuis le 7 octobre, le type de traumatisme auquel ils sont confrontés a complètement changé. Au lieu d'avoir des blessures aux membres, ils ont été blessés par balle à l'abdomen et à la tête. Et la plupart du temps, c'est mortel. Il s'agit d'un changement évident en termes de traumatisme. C'est ce que nous constatons et documentons chez les victimes, ce qui est choquant. Julie, donc ça c'est la conséquence effectivement de la guerre. Hein. Oui, et c'est une autre conséquence qui peut-être explique cela, c'est aussi que l'armée a été déplacée à Gaza pour beaucoup. Et donc, il y a beaucoup aujourd'hui de réservistes qui sont appelés, et certains réservistes sont eux-mêmes des colons. Vous voyez l'effet domino de cette guerre à Gaza. Et donc, et parmi les morts dont on parlait tout à l'heure, vous parliez de près de 250 morts, me semble-t-il, certains ont été eux-mêmes tués par des colons qui ont été armés par les ministres d'extrême droite dont on parlait à l'instant. On ne sait pas exactement le chiffre parce qu'aujourd'hui tout se mélange un petit peu. Des colons qui eux-mêmes utilisent des uniformes de l'armée ou qui eux-mêmes sont intégrés à cette armée israélienne. Donc vous voyez, ça cristallise encore plus les tensions qu'avant. Oui, il faut imaginer la Cisjordanie. Vous avez déjà 254 colonies, dont 100 avant-postes qui sont même illégaux du point de vue du droit israélien. Oui. Vous avez le mur qui confisque environ 10 à 15% du territoire de la Cisjordanie. Et vous avez une présence militaire considérable. C'est la raison d'ailleurs de l'horreur du 7 octobre. C'est qu'il n'y avait quasiment personne de l'armée au sud d'Israël pour protéger les kibboutz. Donc vous avez une situation où moi, je suis pour la solution à 2 États, comme tout le monde, mais on se demande où passera la frontière. Vous avez 1 700 000 Palestiniens en Israël, vous avez au moins 750 000 colons juifs à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Voilà, vous voyez, on est au bord de la catastrophe, c'est-à-dire au bord. Au bord de la catastrophe, oui, Alexandra. Mais je pense qu'il faut pas renoncer pour autant, parce qu'en effet, là, il y a une politique du fait accompli, on le voit bien, et les autorités israéliennes avancent de plus en plus vite, justement pour essayer d'occuper le plus possible avant qu'un autre président ou je ne sais quoi arrive aux manettes. Et il ne faut surtout pas accepter cette politique du fait accompli. Des colonies, ça se démantèle. Ça s'est déjà fait à Gaza. Alors ça s'est fait
c'est violent, puisque les colons s'accrochent. Ça, c'était en 2005. Ça, c'était en 2005 en Cisjordanie aussi, à Gaza et aussi en Cisjordanie. Mais ça se démantèle. Et donc, c'est encore faisable. Il faut marteler qu'il n'y a pas d'autre solution que la solution à 2 États. Et il faut s'y atteler vite. Et ça ne sert à rien d'empêcher de donner des visas aux colons si on ne règle pas le fond du problème, qui est la colonisation de la Cisjordanie. Alors c'est vrai que Joe Biden a ce plan où il a reparlé effectivement, le président américain, de cette solution à 2 États. Il a même dit qu'il fallait une revitalisation de l'autorité palestinienne. Et les États-Unis ont tout de même, je l'ai dit, pour la première fois adopté ces sanctions contre des colons violents, entre guillemets, de Cisjordanie. On va écouter justement le porte-parole du département d'État américain. Cette année, la violence en Cisjordanie a atteint des niveaux inégalés depuis la deuxième intifada. Il s'agit notamment d'actes de violence sans précédent, perpétrés par des colons extrémistes israéliens qui s'en prennent aux Palestiniens et à leurs biens, déplaçant des communautés entières, ainsi que d'actes de violence perpétrés par des militants extrémistes palestiniens contre des civils israéliens. Aujourd'hui, comme le président Biden l'a récemment annoncé, les États-Unis prennent des mesures pour faire face à cette escalade de la violence en Cisjordanie, en mettant en œuvre une nouvelle politique de restriction des visas au titre de l'article 212 de la loi sur l'immigration et la nationalité. Jean-Marie Guéhenno, ça devrait concerner peut-être une dizaine d'individus, potentiellement leurs familles. Est-ce que l'administration Biden là, tente de rééquilibrer sa position en Cisjordanie ? C'est un tout petit début, mais d'abord, il y a un certain nombre de colons qui ont la double nationalité américaine et israélienne, que les États-Unis ne vont pas les priver de la nationalité américaine. Donc il y a toutes sortes de problèmes d'exécution, et puis surtout, il y a le fait, qui a déjà été évoqué dans ce débat, qu'au gouvernement même, il y a des ministres qui encouragent ce qui est en train de se passer en Cisjordanie. Et donc, c'est là qu'il faut agir. Tant qu'il y aura un gouvernement dans lequel figurent des gens qui sont ouvertement hostiles à la solution à des États, qui veulent la rendre impossible, on ne peut pas avancer le moins du monde dans une négociation. La première chose, c'est de faire en sorte qu'il y ait enfin une crise politique en Israël qui amène à un nouveau gouvernement. Tant qu'il n'y aura pas un nouveau gouvernement, on peut avoir de bonnes paroles, mais il ne se passera pas grand-chose. Dominique Vidal. Je trouve quand même, on parle de sanctions, mais enfin, c'est très, très symbolique. C'est très symbolique. Des vraies sanctions. C'est un changement de discours tout de même du côté des Américains. Oui, et puis surtout sur l'après-Gaza. C'est-à-dire il y a maintenant une position américaine qui est clairement différente de la non-position israélienne, qui est de dire on doit installer l'autorité palestinienne à Gaza, la renforcer pour qu'elle puisse gérer. Mais pour le reste, quelle hypocrisie. Écoutez, je ne veux pas être méchant avec le président de la République, mais enfin, Bezalel Smotrich est venu à Paris. Il a tenu meeting. Il a montré une carte du Grand Israël qui incluait la Jordanie. Alors, il n'a pas été reçu officiellement. Non. Ouais. Il a tenu meeting. Je n'ai pas dit autre chose. Il a tenu meeting. Et il a dit les Palestiniens n'existent pas. Et il a été reçu par Meir Habib à l'Assemblée nationale. Mais pas par Emmanuel Macron. Si vous voulez, quand on voit un reportage comme le vôtre qui montre bien ce qui se passe, on ne comprend pas que des pays démocratiques continuent à entretenir, à avoir des relations financières, militaires, je pense aux États-Unis, qui ont quand même, il y a un vrai canal, il y a un vrai levier de la part des États-Unis, un levier financier et militaire, puisque tous les mois, il donne des armes à Israël. Et là, quand on voit ce qui se passe en ce moment en Cisjordanie, le minimum, ce serait de couper, tant que le gouvernement israélien actuel est aux manettes, c'est de couper le robinet financier et militaire. Oui, sauf qu'en fait, le robinet militaire sert à la guerre actuelle contre le Hamas. C'est ce qui se passe, d'où en fait, c'est cette livraison d'armes américaines à Israël. Un mot, Julie, justement, sur la France qui envisage aussi, parce qu'on parle des sanctions américaines, mais la France envisage aussi de prendre des sanctions à l'encontre des colons. Catherine Colonna, donc, qui va porter ce sujet en Europe, donc pourquoi pas une mesure européenne. Là aussi, ça serait a priori que du déclaratif. C'est-à-dire que, pour revenir à ce que disait Alexandra tout à l'heure, c'est que tout le monde a l'air de découvrir ce qui se passe. Moi, je couvre cette zone depuis un certain nombre d'années, et cette violence des colons israéliens, elle existe depuis des années et des années. Le fait que des Palestiniens soient
privés de leurs terres, le fait que soient privés de leur maison, etc., existe depuis des années. La violence physique existe depuis des années aussi. Donc, mais là, ça s'est accéléré, ça a empiré. Oui, mais pour l'instant, par exemple, pour revenir aux sanctions américaines, il n'y a pas de listes qui sont établies, il n'y a pas de précisions qui sont données, on ne sait pas exactement qui ça va concerner. Et encore une fois, si c'est des sanctions concernant, par exemple, l'obtention de visa, beaucoup de ces colons ont une double nationalité, donc ça n'aura pas beaucoup d'influence. Jean-Marie Guéhenno, quel type de mesures pourrait être efficace? Alors, on parle plutôt de l'après, j'imagine. Il faudrait une pression américaine très forte. Aujourd'hui, l'Union européenne construit régulièrement des équipements en Cisjordanie qui sont ensuite détruits par les colons ou par l'armée israélienne. C'est ce qui est arrivé il y a un ou deux jours pour une école à Zanouta. Je crois que l'Union européenne doit réfléchir à ses relations économiques avec Israël, parce que Israël est très habile à distinguer, à noyer les relations avec la Cisjordanie dans les relations économiques avec Israël. Et le vrai levier qu'a l'Union européenne vis-à-vis d'Israël, c'est le levier du commerce avec Israël. Israël a besoin du commerce avec l'Union européenne. Si on veut vraiment faire pression sur Israël, c'est là-dessus qu'il faut agir. Le reste, à mon avis, aura peu de poids. Est-ce que ça marche, ça, les boycotts? Jean-Marie Guéhenno a tout à fait raison. Oui. Vous avez un article, l'article 2 de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, comme avec les autres partenaires du sud et de l'est de la Méditerranée. Et cet article dit « quiconque s'en prend aux droits de l'homme, à la paix, aux résolutions de l'ONU, il n'y a plus d'accord possible. Il faut lever, suspendre l'accord. » Alors oui, ça, ce serait une mesure qui permettrait à l'Union européenne de se mettre au niveau de pression nécessaire, parce que ça ne sont pas seulement Ben Gvir et Smotrich, c'est le gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou qui a pour but, il l'a écrit, il l'a dit, l'annexion des territoires. Et certains ajoutent l'expulsion des Palestiniens. Et de nombreux parlementaires aussi. Voilà, on est quand même dans un climat qui n'est plus réglable avec des petites mesures symboliques. Alors, la seule, pour qu'on n'ait pas l'air quand même de plomber totalement l'ambiance, il y a quand même une toute petite lueur d'espoir, c'est que, enfin, la communauté internationale prend la mesure du danger de ce conflit. Enfin, après toutes ces années, toutes ces décennies, et comprend qu'il faut agir. Et je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle que les grands leaders, qu'en tout cas les principaux leaders occidentaux, que ce soit Joe Biden, que ce soit Emmanuel Macron aussi en a parlé, reparlent de la solution à deux États qui était totalement enterrée. Et arrive encore à y croire. Et arrive à y croire et à faire croire que c'est encore possible. Mais encore une fois, je pense qu'il faut vraiment garder en tête que c'est possible. Il suffit d'une volonté politique. Maintenant, il faut aussi que les pays arabes, il faut entraîner les pays arabes dans cette opération. Parce que il n'est pas question de laisser penser que c'est les Occidentaux qui font la politique dans la région. Non, il faut que les pays arabes, qui eux aussi ont totalement abandonné ce conflit et l'ont mis sous le tapis au profit de relations commerciales avec Israël, je pense aux accords d'Abraham, il faut que les pays arabes comprennent qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser ce conflit couver comme ça, et il faut que la communauté internationale, tous ensemble, occidentaux, pays arabes, se mettent enfin à la tâche et travaillent tous ensemble sur la solution à des États. Il n'y a pas d'autre solution. Julie, quand vous avez rencontré justement des membres de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur cette idée de solution à deux États qui revient ? C'est évidemment ce qu'ils prônent et qu'ils engagent la communauté internationale à les soutenir, etc. Mais moi, ce que je trouve plus inquiétant, si vous voulez, en revenant de Cisjordanie, c'est la radicalisation des discours. Tant du côté israélien, encore une fois, c'est une zone que vous connaissez bien, dans laquelle j'ai eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises, mais aussi du côté palestinien, de la jeunesse palestinienne. Pour vous donner un exemple, il y a des sondages d'ailleurs qui le montrent, dont vous parliez tout à l'heure hors antenne. Peut-être vous pouvez redonner le chiffre parce que c'était vraiment impressionnant. Une grande majorité de Palestiniens se déclarent, hélas, fiers de ce qui s'est passé le 6 octobre. Et c'est quelque chose que moi j'ai ressenti sur le terrain. C'est-à-dire quand je posais la question à des jeunes notamment, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que ça représente pour vous le 7 octobre, ils me répondaient une victoire. Ou comment vous voyez le Hamas, un mouvement de résistance. Vous voyez, donc c'est ça qui est en train de se jouer aussi.
Et du coup, avec une telle radicalisation, est-ce qu'on peut parler de solution à 2 États? Alors, on va croire que je suis vraiment naïve ou je ne sais pas, mais je veux quand même qu'on garde en tête que c'est possible. Je pense qu'il y a une seule solution pour que peut-être quelque chose soit possible, c'est qu'il faut revivifier l'autorité palestinienne. Parce que tout ça c'est à cause de quoi? C'est parce que l'autorité palestinienne n'existe plus. Vous avez entendu Mahmoud Abbas ces derniers temps, il n'existe plus. Et donc, il faut alors, mais le problème, c'est qu'il faut trouver, c'est comme en Israël, le personnel politique. Il faut des nouveaux leaders. Il faut des nouveaux leaders de chaque côté, mais je pense que c'est urgentissime côté palestinien. Ce sera la seule façon d'essayer de redonner un tout petit peu d'espoir à cette jeunesse palestinienne qui est brisée et qui n'a plus aucun horizon devant elle. Elle a juste besoin de croire en quelque chose. Mais qui aujourd'hui manifeste même contre l'autorité palestinienne. Oui, bien sûr, parce qu'elle est incarnée par quelqu'un qui ne a 87 ans et qui Mahmoud Abbas. Pour le décrédibiliser. Pour aller dans votre sens, je dirais qu'il y a une petite lueur d'espoir, effectivement. Je suis pas la seule. D'une part, parce que les Palestiniens, un jour ou l'autre, seront appelés à voter, ce qu'ils n'ont pas pu faire depuis 2006, pour rénover... Où là, le Hamas a remporté les élections à Gaza de très peu, il faut le redire. Deuxièmement, c'était la seule fois. Ce qui est sûr aussi, c'est que les Israéliens vont voter. Or, il s'est passé un phénomène dont peu de confrères parlent, je trouve, de consoeurs, c'est que si vous reprenez l'exemple qui était pris de 73, de la grande surprise d'Israël, c'est vrai. Mais en même temps, il y avait eu unité totale du peuple israélien contre les Égyptiens et les Syriens pour soutenir l'armée en 73. Et seulement ensuite, un débat politique sur pourquoi. Là, on a l'impression que les deux temps se font en même temps. Oui. C'est-à-dire qu'en même temps que les Israéliens soutiennent, plus ou moins d'ailleurs, parce qu'on sent aussi que la question des otages pèse. Mais en même temps que les Israéliens, disons, soutiennent leur gouvernement, leur État, leur armée, en même temps, quand on leur demande qui est responsable, ils disent à 86% c'est Netanyahou. Et vous regardez les sondages qui ont été faits sur des élections, disons, anticipées, on s'aperçoit que l'actuelle coalition s'effondre. Elle passe de 64 à 42 sièges sur 120. Donc, on a la possibilité, je suis d'accord avec Alexandra, que la rénovation du mouvement national palestinien d'un côté et un changement, en tout cas pour une part de politique en Israël, puissent relancer un autre processus, quoi. Jean-Marie Guéhenno, ça serait nécessaire, en fait, des nouveaux leaders des deux côtés? C'est indispensable. Je pense qu'en Israël, on a le chemin possible, c'est ce qui vient d'être dit, par des élections. Et ces élections, je ne pense pas qu'elles montreront un virage vers la gauche d'Israël, mais un virage vers une droite sécuritaire, mais moins idéologique, donc avec la possibilité éventuelle d'une négociation. Le drame, c'est que côté palestinien, on ne va pas créer une autorité palestinienne crédible du jour au lendemain. Et donc, il me semble que le chemin vers une négociation possible, ce serait un gouvernement israélien qui annoncerait un certain nombre de mesures fortes sur les implantations, sur un soutien au développement en Cisjordanie, en même temps que des échéances pour un État palestinien, pour laisser un peu de temps à la recréation d'une vraie légitimité palestinienne. Parce que je crains que si on a des élections demain matin en Palestine, on aura une victoire du Hamas ou de mouvements similaires. Et donc, la négociation sera mornée. C'est ça le grand risque aujourd'hui. Et puis, il y a ce projet, je le disais en introduction, de la municipalité de Jérusalem qui a donné donc un accord final à la construction de logements pour une nouvelle colonie israélienne à Jérusalem-Est. On fait un point en images avec Ludovic de Foucault. Plus de 1700 nouveaux logements sur une superficie qui s'étend sur plus de 18 hectares, baptisé Lower Aqueduct et approuvé par la municipalité de Jérusalem. C'est le plus grand projet autorisé depuis 2012, malgré l'opposition de plusieurs ONG israéliennes. S'il n'y avait pas la guerre, cela ferait beaucoup de bruit. C'est un projet très problématique pour la continuité d'un État palestinien entre le sud de la Cisjordanie et Jérusalem-Est. L'organisation La Paix Maintenant condamne le tracé du projet à cheval sur la ligne verte, la ligne d'armistice de 1949, c'est-à-dire parfois sur des terres palestiniennes privées. Une autre ONG, Ir Hamim, souligne que l'approbation de ce projet contraste avec l'absence de permis de construire délivrés dans les zones palestiniennes de la ville.
L'annonce intervient alors que les opérations militaires se poursuivent à Gaza et que les violences contre les Palestiniens se sont accrues en Cisjordanie occupée. L'autorité palestinienne a comptabilisé plus de 250 morts. La situation est telle que les États-Unis ont décidé d'interdire de visa les personnes impliquées. Mais dans cette implantation israélienne, les habitants rejettent toute accusation de violence. Personnellement, je n'ai jamais rencontré de cas de violence perpétrés par des Juifs contre des Palestiniens. En revanche, je peux vous dire que sur les routes, tous les jours, que ce soit moi ou d'autres gens que je connais, on est la cible de jets de pierre. Ça arrive tout le temps. Dans la rue, même en centre-ville. Des enfants blessés, des voitures endommagées. C'est quotidien. Le gouvernement israélien a surtout fait pour limiter les violences des colons. En 2016, le Conseil de sécurité de l'ONU a réaffirmé que l'établissement par Israël d'implantations dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, y compris à Jérusalem-Est, n'avait aucune validité juridique et constituait une violation du droit international. Alexandra Choiseul, pourquoi une annonce comme celle-là maintenant ? C'est absolument pas surprenant, parce que le gouvernement israélien sait bien que ces jours sont probablement comptés. Donc il faut aller vite, faire le maximum, occuper le maximum possible. Toujours le fait accompli. Tout ce qui est fait ne sera plus à faire. Et deuxièmement, la campagne électorale américaine commence en début d'année, début janvier. Et les Américains ont bien fait comprendre à Benjamin Netanyahou qu'il n'était pas question que ce soit pollué par un tas de choses. Et donc, ils lui ont demandé... C'est pour ça que la guerre... Les bombardements sur Gaza pourraient aller jusqu'à la fin de l'année, mais peut-être pas au-delà. Et surtout, à partir de là, je pense que le gouvernement israélien aura pour consigne de pas faire trop de dégâts, parce que ça pourrait polluer la campagne électorale américaine. Donc ils accélèrent avant 2024. Vite. Il faut vite faire un maximum de colonisation et d'occupation. On parle d'un quartier de 1738 unités d'habitation qui serait donc pour moitié à Jérusalem-Est, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais vous savez, ça fait depuis 1967 qu'Israël a essayé de bouleverser l'équilibre démographique à Jérusalem et il n'y a pas réussi. On a aujourd'hui presque 40% de Palestiniens dans la ville de Jérusalem, alors qu'on en avait 20% après 1967. Donc on est vraiment dans une bataille qui n'est pas gagnable pour Israël, mais comme disent les sionistes historiques, un pieu, une chèvre, un pieu, une chèvre. C'est ça la logique. Et c'est une colonie, une autre. Et puis par ailleurs, vous y étiez à Jérusalem récemment. Des évictions qui continuent, c'est-à-dire que des Palestiniens qui continuent à être délogés de leur maison par des mandats de droit d'Israël. Donc ça continue. Il y a des gens pour qui les maisons sont détruites pour qu'on construise derrière une maison d'un colon israélien. Moi, j'ai été le vendredi au moment de la prière dans la vieille ville de Jérusalem. Je voulais voir de mes yeux ce qui se passait, les contrôles d'identité, parce que je l'avais vu il y a quelques années. Je voulais voir si ça avait changé là avec le 7 octobre. Donc j'ai pu constater qu'il y avait des contrôles qui avaient été renforcés, qu'évidemment les jeunes hommes ne pouvaient pas y aller. Il y avait aussi... J'ai pu assister à des scènes de mes propres yeux de violence de la part de colons vis-à-vis de vieux hommes palestiniens qui allaient prier. J'ai vu un jeune garçon de 12 ans bousculer sciemment c'est pour vous donner l'ambiance en fait vraiment très concrète, bousculer un vieil homme qui allait prier, qui avec sa canne, le bousculer, il tombe par terre, il ne le relève pas. C'est pour vous donner le niveau de tension avec des gens, donc seuls les habitants de la vieille ville qui avaient le droit d'aller jusqu'à la mosquée, à l'esplanade des mosquées, avec des commerces fermés dans cette vieille ville, pour la bonne et simple raison que plus personne ne peut y aller. Donc voilà, c'est un peu ça l'ambiance en ce moment, vous voyez, le niveau de tension. Jean-Marie Guéhenno, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Alexandra Schwarzbro ? Il faut se dépêcher de prendre ce type de mesures pour le gouvernement israélien avant justement 2024, parce que là, on sera en pleine campagne électorale américaine. Absolument, c'est la politique du fait accompli qui continue. Et les églises chrétiennes aussi ont protesté après ce qui se passe dans le quartier arménien. Il y a une volonté très systématique du gouvernement israélien d'aujourd'hui de faire en sorte qu'il soit impossible que Jérusalem puisse être la capitale de deux États. Et il n'y a pas de doute que dans une négociation sur une solution à deux États, la question de Jérusalem sera une des plus difficiles. Et le gouvernement actuel fait tout pour la rendre encore plus difficile. Cette question de Jérusalem, Dominique Vidal, elle a toujours été extrêmement compliquée et toujours au cœur de ces négociations. La ville 3 fois sacrée, bon... C'est d'ailleurs une des préoccupations essentielles d'Itamar Ben-Gvir.
une des provocations parmi beaucoup d'autres, c'est que depuis le début de l'année, il monte lui-même ministre sur l'esplanade des mosquées, violant l'accord de statu quo qui a été signé par Israël et par la Jordanie. Et on a vu à sa suite de plus en plus de colons monter. Je le répète, c'est interdit. On ne peut pas prier quand on est juif, on ne peut pas faire des sacrifices, a fortiori, sur l'esplanade des mosquées. C'est l'affaire des dirigeants israéliens et des dirigeants palestiniens, jordaniens. Ils l'ont signé, cet accord. Et on a un ministre qui provoque en permanence sur Jérusalem. La seule chose où j'ai peut-être un petit point de désaccord, je ne sais pas, on verra, c'est sur la politique de Biden. Je pense qu'on a senti qu'il y a un petit tournant qui a été pris quand même si les sanctions sont légères. Je crois que c'est aussi pour des raisons très intérieures, c'est-à-dire que la grande majorité de l'électorat démocrate, y compris juif, est en désaccord avec Netanyahou. On a vraiment une communauté juive qui a beaucoup évolué, qui rejette la politique, disons, extrémiste, et c'est plutôt du côté des évangélistes qu'on trouve le soutien à Israël. Donc ça, évidemment, pour Biden, c'est compliqué. Si la gauche démocrate n'est pas à l'appel le jour du vote, la situation sera difficile pour lui. Donc il a intérêt à rééquilibrer sa politique. Et ça, c'est quelque chose que les autorités israéliennes n'ont pas vraiment vu venir, c'est que la jeune génération, en effet, de juifs américains, notamment démocrates, ne se sentent plus autant liés à Israël que l'étaient leurs parents et leurs grands-parents. C'est-à-dire que pour eux, c'est un pays comme un autre qui est en état de conflit larvé depuis des décennies, et donc ils ne se sentent pas tellement concernés. Et quand ils voient les images en ce moment de bombardements sur Gaza, encore moins. Et on a vu que sur les campus américains, enfin ça, Jean-Marie Guéhenno pourra nous le confirmer, mais il se passe des choses d'ailleurs, même des trucs terribles, avec des propos antisémites. N'oubliez pas en plus que chez nous, on parle de l'antisémitisme, on a raison, il faut le combattre, mais aux États-Unis aussi, il y a beaucoup d'antisémitisme. Et les images de Gaza sont le meilleur aliment qu'on puisse imaginer pour les antisémites, pour ceux qui veulent s'en prendre aux juifs. Donc les juifs américains, d'une part, ne sont pas d'accord avec la politique de Netanyahou, dans leur majorité, mais en plus, ils ont des soucis pour eux-mêmes, pour leur sécurité. Julie, est-ce qu'effectivement Benjamin Netanyahou, quelque part, n'espère pas que ce soit juste Trump qui soit élu l'année prochaine, donc fait accélérer effectivement cette politique de colonisation? Ce serait son meilleur allié, on l'a bien vu quand Trump était au pouvoir. Jean-Marie Guéhenno, est-ce que ça compte aujourd'hui dans le calcul de Netanyahou? Je pense que Netanyahou et Poutine... je pense que Netanyahou comme Poutine attendent l'automne 2024 en espérant que Trump sera élu. Et ils ont de bonnes chances que leur espoir se réalise. Mais sur l'attitude des États-Unis vis-à-vis du conflit, je crois effectivement qu'au Parti démocrate, il y a une vraie crise en ce moment parce que notamment la communauté noire voit de plus en plus la situation palestinienne comme une situation d'oppression, et la communauté noire vote majoritairement pour le Parti démocrate. Vous avez une communauté arabe relativement faible aux États-Unis, beaucoup plus faible, beaucoup plus modeste qu'en Europe, mais malgré tout, dans quelques États clés comme le Michigan, cette communauté est importante. Et le Michigan est un des États qui fera l'élection. Et donc, pour Biden, ce qui est en train de se passer est inquiétant parce qu'il risque de perdre une partie de sa base s'il ne marque pas clairement qu'il rejette les modalités de la réaction israélienne à l'attaque du Hamas. Et on sent bien que là, il y a vraiment des divisions dans le Parti démocrate. Il y a de grands donateurs qui pensent qu'il faut un soutien sans faille à Israël, mais il y a beaucoup de démocrates qui ne sont pas sur cette ligne. Alexandra, juste un mot de conclusion pour agir. Un mot de conclusion, c'est que normalement, Netanyahou ne sera plus là au moment de l'élection j'ose pas dire, au moment de l'élection américaine, et normalement, il sera plus là parce qu'il va y avoir, ça c'est clair, il va y avoir une enquête. Totalement sûr, mais je sais pas, il n'y a pas de bois ici, mais normalement, il n'est plus là au moment de l'élection américaine. Ce que je trouve très significatif, c'est la position de Bernie Sanders. Oui. Il a été extrêmement clair sur la condamnation des massacres terroristes du Hamas. Et en même temps, étant clair là-dessus, il a pu dire à un moment donné, écoutez, on donne beaucoup d'argent, 4 milliards de dollars par an,
à Israël. Il faut arrêter si ça continue. Bernie Sanders ne se présente pas, mais merci beaucoup. Il a une voix, c'est ce que vous vouliez ajouter, Jean-Marie Guéhenno. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de New York. Merci Julie Dungeloff pour ce superbe reportage, Alexandra Schwarzbro et puis Dominique Vidal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et puis en podcast.